J'ai bâti mon entreprise d'électricité à partir de rien en 30 ans. J'ai donné à ma femme tout ce qu'elle voulait. J'ai élevé 3 enfants, dont un fils que j'ai choisi d'adopter. Et puis un jour, elle est rentrée à 4 heures du matin. Elle a murmuré, ne demande rien. Et j'ai découvert qu'elle volait des anciens combattants tout en couchant avec un autre homme. Je m'appelle Kenneth Harrison. La plupart des gens m'appellent Ken. J'ai 56 ans et j'ai passé les 30 dernières années à construire Harrison Electric à partir de zéro. J'ai commencé comme une entreprise individuelle, travaillant depuis une camionnette déglinguée. Aujourd'hui, j'ai 15 gars sur ma liste de paie et des contrats dans tout l'est du Tennessee. C'est un travail honnête, le genre qui vous donne mal au dos et vous abîme les mains. Mais c'est à moi. Je l'ai construit avec de la sueur et de l'obstination. Et cela a donné à ma famille tout ce dont elle avait besoin. C'était peut-être ça, le problème. Peut-être que je leur ai tant donné qu'ils ont oublié ce que signifiait mériter quoi que ce soit. La nuit où tout a basculé a commencé comme des dizaines d'autres. J'étais dans mon fauteuil inclinable à 3h47 du matin, complètement réveillé, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui dessinait des cercles paresseux dans l'obscurité. Le sommeil était devenu un étranger ces derniers mois. Chaque fois que je fermais les yeux, mon cerveau se mettait à cataloguer des détails qui ne collaient pas. Les appels téléphoniques tardifs qu'elle prenait dans le garage. Le nouveau parfum qui ne ressemblait en rien au Chanel que je lui achetais depuis 2 décennies. La façon dont elle avait commencé à dormir tout au bord du lit, comme si j'étais contaminé. À exactement 4h03 du matin, j'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée. Le moteur s'est coupé, mais elle n'est pas entrée tout de suite. Je l'ai observée par la fenêtre, assise dans le noir, vérifiant son téléphone, arrangeant ses cheveux dans le rétroviseur. Quand elle s'est finalement dirigée vers la porte, ses talons claquaient sur le béton au rythme de quelqu'un qui pensait s'en être tiré à bon compte. La serrure a tourné, la porte s'est ouverte. Elle est entrée et même dans la faible lumière de la rue, j'ai pu voir qu'elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient plus en désordre qu'ils n'auraient dû l'être pour une réunion de planification caritative censée se terminer à 23h. Son chemisier était boutonné de travers, un côté pendant plus bas que l'autre. Et il y avait autre chose, quelque chose dans sa façon de bouger, comme si elle était encore enveloppée dans l'endroit où elle avait réellement été. Je n'ai pas allumé la lumière. Je suis juste resté assis dans mon fauteuil, les mains posées sur les accoudoirs usés, la regardant enlever ses talons près de la porte. Elle ne m'a pas vu au début. Elle était trop occupée à sortir à nouveau son téléphone, souriant à l'écran comme s'il lui racontait des secrets que je n'aurais jamais le droit d'entendre. Longue réunion, ai-je dit doucement. Elle a sursauté, sa main volant vers sa poitrine alors qu'elle se tournait vers ma voix. L'espace d'une seconde, j'ai vu quelque chose traverser son visage. Pas de la culpabilité, non, plutôt de l'agacement d'avoir été prise au dépourvu. Ken, a-t-elle dit, et sa voix avait cette intonation qu'elle prenait toujours quand elle s'apprêtait à me mentir. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais debout? Je n'arrivais pas à dormir, ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Ça arrive souvent ces temps-ci. Elle est passée devant moi en direction du couloir, et c'est là que je l'ai sentie. Pas son parfum, autre chose. Une eau de Cologne pour homme, le genre vendu dans des bouteilles en forme de grenade et promu pendant les matchs de football. Scott Phillips portait cette eau de Cologne. Je le savais parce que je l'avais senti sur lui une centaine de fois au fil des ans lorsque nous travaillions ensemble sur des chantiers. À l'époque où je pensais encore qu'il était mon ami. Comment s'est passée la réunion, ai-je demandé, ma voix aussi stable qu'un niveau à bulles. Mélanie Harrison s'est arrêtée dans le couloir, le dos tourné, ses épaules légèrement tendues. Puis elle a tourné la tête, sans tout à fait me regarder, et a murmuré 2 mots qui m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ne demande rien. Pain, c'était bien. Pain, on a bien avancé. Juste, ne demande rien, lancé avec un petit sourire narquois qui disait qu'elle me pensait trop faible, trop stupide ou trop détachée pour faire quoi que ce soit à propos de ce qu'elle avait fait. Elle a disparu dans la chambre. La porte s'est refermée. J'ai entendu la douche se mettre en marche 1 minute plus tard. Je suis resté assis dans le noir, mes mains toujours posées sur les accoudoirs. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que de la confusion et de la peine. J'ai ressenti de la clarté, une clarté froide et tranchante qui a percé toutes les excuses que je lui avais trouvées. Toutes les façons dont je m'étais dit que j'imaginais des choses. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes contacts.
J'ai fait défiler les noms des fournisseurs, des électriciens et des inspecteurs en bâtiment jusqu'à ce que je trouve celui dont j'avais besoin. Brian Harrison, mon petit frère. Mon cadet de plusieurs années est le meilleur détective privé de l'Est du Tennessee. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 mois. Depuis que j'avais décliné son invitation à la pêche parce que Mélanie avait dit qu'elle avait besoin de moi à la maison pour un dîner qui n'a en fait jamais eu lieu. Je ne l'ai pas appelé. Pas encore. Mais j'ai regardé son nom pendant un long moment, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Puis j'ai ouvert mon application de notes et j'ai commencé à taper. Tout ce que j'avais remarqué au cours des 6 derniers mois. Chaque mensonge, chaque incohérence, chaque moment qui m'avait semblé suspect. Les dates, les heures, les détails. J'étais électricien. Je savais comment remonter un circuit jusqu'à sa source, et Mélanie venait de me montrer exactement où celui-ci menait. Au moment où le soleil commençait à teinter la fenêtre de la cuisine d'orange, j'avais 4 pages de notes et un plan qui prenait forme dans ma tête. Elle me pensait prévisible, pensait que je plierais son linge métaphorique sans poser de questions. Elle était sur le point d'apprendre que 30 ans à tirer des câbles et à lire des plans m'avaient appris quelque chose de précieux sur les systèmes. On ne peut pas voir les dégâts de l'extérieur. Il faut aller à l'intérieur des murs. Il faut suivre chaque connexion et il faut savoir exactement quel disjoncteur actionner pour tout couper net. J'ai fermé mon application de notes et j'ai fixé mon téléphone un instant de plus. Puis j'ai ouvert mes messages et j'ai tapé 4 mots à mon frère. Besoin de ton aide. Urgent. Sa réponse est arrivée en moins de 30 secondes. J'arrive. Brian est arrivé à 6h47 dans son vieux pick-up Ford. Celui avec la bosse sur la portière passager depuis qu'il avait poursuivi un type qui avait sauté sa caution à travers un parking de Walmart il y a 2 ans. Je l'ai vu se garer dans la rue plutôt que dans l'allée. Une habitude de ses années de travail de surveillance. Ne jamais bloquer sa sortie. Ne jamais annoncer sa présence. Toujours se laisser une porte de sortie. Je l'ai accueilli à la porte avant qu'il ne puisse frapper. La dernière chose dont j'avais besoin était que Mélanie se réveille et pose des questions auxquelles je n'étais pas encore prêt à répondre. Brian était comme d'habitude. Jean et chemise, lunettes de soleil accrochées à son col, un sac en bandoulière en cuir usé sur l'épaule. Mais ses yeux étaient vifs quand ils ont croisé les miens. Déjà au travail, déjà en train de lire la situation. Tu as une sale gueule, a dit Brian doucement en entrant. 4 heures de sommeil en 3 jours, ça fait ça, ai-je répondu en fermant la porte derrière lui. Café? Toujours. Nous sommes allés à la cuisine et j'ai versé 2 tasses du café que j'avais préparé 1 heure plus tôt. Brian s'est assis à la table, a sorti un bloc-notes jaune et un stylo de son sac, et m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui attendait cette conversation depuis longtemps. Alors, a-t-il dit, Mélanie. J'ai hoché la tête, enroulant mes mains autour de ma tasse. Mélanie. Depuis quand tu sais, a demandé Brian, son stylo déjà en mouvement sur le papier. Sûr et certain, depuis environ 4 heures. Des soupçons, 6 mois, peut-être plus. J'ai pris une gorgée de café, laissant l'amertume me ramener à la réalité. Elle est rentrée à 4 heures ce matin. Chemisier boutonné de travers, un autre parfum, elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. Brian a écrit quelque chose. Elle a dit où elle était. Réunion caritative pour le fonds des anciens combattants. Elle a dit que ça avait duré tard. À 4 heures du matin. Le sourcil de Brian s'est levé. Elle ne fait même plus d'efforts. Non, ai-je convenu. Elle n'en fait plus. Tu penses savoir qui c'est, a demandé mon frère, bien que le ton de sa voix suggérait qu'il le soupçonnait déjà. J'ai posé ma tasse plus fort que prévu. Scott Phillips. Brian a arrêté d'écrire, a levé les yeux vers moi. Ton ancien collègue Scott? Le gars qui t'empruntait tes outils et ne les rendait jamais à temps. C'est bien ce Scott Phillips-là. C'est lui. Fils de, Brian s'est repris, a secoué la tête. D'accord, donne-moi tout. Chronologie, habitude, tout ce qui est inhabituel. J'ai passé les 20 minutes suivantes à tout lui raconter. Les appels téléphoniques tardifs que Mélanie avait commencé à prendre dans le garage il y a environ 8 mois. Les nouveaux vêtements qu'elle achetait mais ne portait jamais avec moi. La façon dont elle avait commencé à aller à la salle de sport à des heures étranges, rentrant douchée mais pas en sueur. Le fond des anciens combattants, pour lequel elle s'était soudainement passionnée,
le même où la femme de Scott, Linda, était bénévole. Les frais de carte de crédit que j'avais remarqués. Des restaurants où je n'étais jamais allé. Des hôtels en ville où elle prétendait se rendre pour le travail. Brian a tout noté, posant occasionnellement des questions, son visage devenant plus sombre à chaque détail. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé et a tapoté son stylo contre le bloc-notes. C'est un cas d'école, a-t-il dit. Elle n'est même plus prudente. Ça veut dire soit qu'elle te pense trop aveugle pour le remarquer, soit qu'elle veut que tu le découvres. Soit qu'elle s'en fiche, tout simplement, ai-je ajouté doucement. Brian m'a étudié un instant. Qu'est-ce que tu attends de tout ça, Ken? Tu veux des preuves pour un divorce? Tu veux savoir depuis combien de temps ça dure? Tu veux savoir s'il y en a d'autres? Je veux tout, ai-je dit, surpris par le calme de ma propre voix. Chaque détail, chaque mensonge, chaque fois qu'elle m'a regardé dans les yeux en me racontant des bobards. Je veux savoir exactement qui est ma femme depuis tous ces mois ou ces années que ça dure. Brian a hoché lentement la tête. Je peux faire ça. Mais Ken, une fois que tu sauras tout, tu ne pourras plus l'ignorer. Certaines des choses que je vais trouver pourraient faire plus mal que ce que tu imagines. Tant mieux, ai-je dit. J'en ai marre d'imaginer. Je veux des faits. Mon frère s'est levé, a rangé son bloc-notes dans son sac. Je commence aujourd'hui. Traceur GPS sur sa voiture, je vais vérifier ses cartes de crédit, obtenir les relevés téléphoniques si tu peux me donner une copie de la facture. Je ferai aussi des recherches sur Scott et toute autre personne de son entourage. Il s'est arrêté à la porte de la cuisine. Une dernière chose, où est Jake? Il est dans l'appartement en location, ai-je dit. Le duplex sur Maple Street. Il a emménagé il y a 3 semaines. Il avait besoin de son propre espace après être revenu de déploiement. Il est au courant, a demandé Brian. Pas encore, ai-je admis. Mais Jake est vif. Il soupçonne probablement quelque chose. Ce gamin a un bon instinct. Tiens-le au courant quand tu seras prêt, a conseillé Brian. Tu auras besoin de gens de ton côté quand ça va exploser. Et Ken, ça va exploser. J'y compte bien. 3 jours après que Brian a commencé son enquête, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Ce n'était pas de mon frère. C'était de Danny Kowalski, un gars que j'avais embauché il y a 5 ans, fraîchement sorti de l'école professionnelle. Bon travailleur, jamais un jour d'absence. Et son père était un vétéran du Vietnam qui recevait de l'aide du même fonds des anciens combattants pour lequel Mélanie était censée faire du bénévolat. Patron, vous avez une minute, a demandé Danny quand j'ai répondu. Sa voix était tendue, mal à l'aise. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? J'étais dans mon camion entre 2 chantiers, en train de manger un sandwich qui avait un goût de carton. Danny a hésité. C'est à propos de cette association caritative pour laquelle votre femme travaille, le Fonds des anciens combattants. J'ai posé le sandwich. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père a reçu une lettre hier. Ils arrêtent le programme d'aide d'urgence, soi-disant ils n'ont plus les fonds. Danny a marqué une pause. Mais patron, j'ai vu les chiffres de leur dernière collecte de fonds. Ils ont récolté plus de 200 000 $. Où est passé cet argent? J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Tu es sûr de ces chiffres? Positif, a répondu Danny. Ma copine a aidé à organiser la vente aux enchères silencieuses. Elle a gardé tous les reçus. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon camion pendant un long moment. Le moteur tournait, mon esprit s'emballait. Puis j'ai appelé Brian. Il faut que tu enquêtes sur les finances du Fonds des anciens combattants, ai-je dit quand il a décroché. Quelque chose ne colle pas. Je suis déjà dessus, m'a dit Brian. J'ai un ami au bureau de surveillance des œuvres de charité de l'État. Je devrais avoir les registres préliminaires d'ici demain. Fais-le pour aujourd'hui, ai-je dit. Je pense que Mélanie ne fait pas que me tromper. Je pense qu'elle vole. Les documents sont arrivés à 18 h ce soir-là. Brian est venu à mon atelier après que mon équipe soit partie, a étalé une pile de papiers sur mon bureau et a observé mon visage pendant que je les lisais. Le Fonds des anciens combattants avait collecté 847 000 $ au cours des 3 dernières années grâce à des collectes de fonds, des dons et des subventions. Selon les registres, ils avaient versé 680 000 $ en aide aux anciens combattants et à leurs familles.
Cela laissait 167 000 $ pour les frais de fonctionnement, ce qui semblait raisonnable pour une organisation de cette taille. Sauf que Brian avait trouvé autre chose. Une deuxième comptabilité, cachée dans l'ordinateur portable personnel du trésorier du fonds. Les vrais chiffres montraient que seulement 340 000 $ avaient été versés aux anciens combattants. Le reste, plus de 340 000 $, avait été détourné via de fausses factures vers une société appelée Horizon Property Management. Laisse-moi deviner, ai-je dit, la voix plate. Horizon n'existe pas. Oh, si, elle existe, m'a corrigé Brian. Constituée il y a 2 ans dans le Delaware. Tu veux savoir qui est l'agent enregistré? Je le savais déjà, mais je l'ai laissé le dire quand même. Brittany Harrison, a dit Brian, en faisant glisser un autre document sur le bureau. Ta fille. Elle a monté la société Écran, pensant probablement que personne ne ferait le lien entre son cabinet d'avocat et une escroquerie caritative. J'ai fixé la signature de ma fille sur les documents de constitution. Brittany, ma petite fille, à qui j'avais payé des études de droit, dont j'avais été si fier quand elle avait réussi le barreau. Elle avait aidé sa mère à voler des anciens combattants, des gars comme Jack, qui avaient tout donné pour ce pays et étaient rentrés avec rien d'autre que des cauchemars et un gouvernement qui se souvenait à peine de leur existence. Il y a plus, a dit Brian doucement. Les chèques d'Horizon ont été encaissés dans 3 banques différentes. J'ai suivi les dépôts. La moitié est allée sur un compte au nom de Mélanie. L'autre moitié sur un compte appartenant à Scott Phillips. Je l'ai regardé. Scott est dans le coup aussi. Jusqu'au cou, a confirmé Brian. Et Ken, il y a autre chose que tu dois savoir. Scott a utilisé cet argent pour te surenchérir sur des contrats. Il a remporté des marchés avec des prix que tu ne pouvais pas égaler parce qu'il finançait son entreprise avec de l'argent volé. C'est là que j'ai compris. Le projet de Jefferson Street que j'avais perdu il y a 6 mois. La rénovation de l'école qui était allée à l'entreprise de Scott même si mon offre était meilleure. Le chantier de l'entrepôt qui m'avait échappé malgré ma bonne relation avec le client. Il ne se contentait pas de coucher avec ma femme. Il se servait d'elle et de ma fille pour détruire mon entreprise tout en dépouillant des anciens combattants. Je me suis levé lentement, je suis allé à la fenêtre, j'ai regardé le parking vide. Mes mains étaient stables, mon esprit était clair. La colère que je ressentais n'était pas chaude et explosive. Elle était froide, précise, chirurgicale. Je veux que tout soit documenté, ai-je dit en me retournant vers Brian. Chaque transaction, chaque fausse facture, chaque dépôt. Et je veux savoir qui est impliqué. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé mon frère. Je vais truffer toute la maison de micros et de caméras, ai-je répondu. Audio, vidéo, tout. Je veux les surprendre en train d'en parler. Et ensuite, je vais leur présenter quelques amis du bureau du procureur. Brian a souri. Ce n'était pas un joli sourire. Crime fédéral, voler une œuvre de charité pour anciens combattants. C'est de la prison ferme, ça. Bien, ai-je dit. Ils l'ont bien mérité. J'ai appelé Jack ce soir-là. Je lui ai dit que j'avais besoin de son aide pour quelque chose. Sans préciser quoi. Il est arrivé le lendemain matin à 7 heures, avec une meilleure mine que depuis des mois. Les cernes sous ses yeux étaient moins marquées et il avait pris un peu de poids. L'espace que je lui avais donné dans le duplex faisait ce que j'espérais, lui donner de la place pour guérir. Qu'est-ce qui se passe, papa, a demandé Jack, assis en face de moi dans la cuisine. Il m'appelait toujours papa. Même s'il savait que je l'avais adopté quand il avait 8 ans. Peu importait que nous n'ayons pas le même sang. Ce qui importait, c'est que j'avais été là pour lui chaque jour depuis. J'ai fait glisser un dossier sur la table. J'ai besoin que tu regardes quelque chose et que tu me dises si je suis fou. Jack a ouvert le dossier et a commencé à lire. J'ai regardé son visage changer à mesure qu'il parcourait les dossiers financiers, les fausses factures, les documents de la société Écran. Quand il est arrivé à la page montrant le nom de Brittany, sa mâchoire s'est crispée. Quand il a vu les montants volés au fond des anciens combattants, ses mains ont commencé à trembler. C'est réel, a demandé Jack, sa voix basse et dangereuse. Chaque mot, ai-je confirmé. Jack a posé les papiers avec précaution, comme s'ils pouvaient exploser. Maman a volé le fonds. Le même fonds qui est censé aider des gars comme moi. Elle est Scott Phillips, ai-je ajouté. Avec l'aide de Brittany pour mettre en place la structure légale.
Brittany était au courant. Jake a levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère, mais quelque chose de plus froid. De la trahison. Elle m'a vu me battre avec l'administration des anciens combattants. Elle m'a vu me battre pour mes allocations d'invalidité. Et elle savait que maman volait des anciens combattants. Je suis désolé, mon fils, ai-je dit doucement. Jake s'est levé, a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre, les épaules tendues. Quand il s'est retourné, son visage était composé, mais je pouvais voir le Marine en lui maintenant, la partie de lui qui avait appris à compartimenter la douleur et à se concentrer sur la mission. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? J'ai sorti un autre dossier. Brian installe des caméras dans la maison demain pendant que Mélanie est sortie. J'ai besoin que tu m'aides à documenter tout ce qui se trouve dans mon bureau, tous les fichiers qu'elle pourrait essayer de détruire. Et Jake, je veux que tu saches quelque chose. Quand ça va exploser. Brittany et Chad vont prendre le parti de leur mère. Chad est un parasite, a dit Jake sans détour. Il ira là où est l'argent. Mais Brittany, il a secoué la tête. Je la croyais meilleure que ça. Moi aussi, ai-je admis. Jake m'a regardé un long moment. Tu sais quel est le pire? Je l'ai défendu. L'année dernière, quand des gars au VFW critiquaient les avocats, je leur ai dit que Brittany était l'une des bonnes. J'ai dit qu'elle se souciait vraiment d'aider les gens. Elle a fait ses choix, ai-je dit. Maintenant, nous faisons les nôtres. Quel est l'objectif final, a demandé Jake en se rasseyant. Je vais tout documenter, monter un dossier si solide qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Ensuite, je le remettrai aux fédéraux et je les regarderai tous tomber. J'ai marqué une pause. Et Jake, je vais m'assurer que chaque ancien combattant qui a été floué soit dédommagé. J'ai de l'argent de côté. Je couvrirai les frais. Les yeux de Jake se sont écarquillés. Papa, c'est plus de 300 000 $. Je sais, ai-je dit. Mais c'est la bonne chose à faire. Et mon fils, j'ai appris il y a longtemps que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais ça en vaut toujours la peine. Jake a tendu la main sur la table et a saisi mon épaule. Compte sur moi. Pour tout ce dont tu as besoin. C'est là que j'ai su que je l'avais bien élevé. Le sang ne fait pas une famille. L'honneur, si. Et Jake avait plus d'honneur dans son petit doigt que Mélanie, Brittany et Chad réunis. Brian a installé les caméras un jeudi matin, alors que Mélanie était censée assister à une réunion du conseil d'administration du Fonds des anciens combattants. Jake et moi avons aidé à passer les fils dans le grenier, cachant l'équipement là où elle ne penserait jamais à regarder. Nous avons mis des caméras dans le salon, la cuisine, le bureau et la chambre principale. Des enregistreurs audio dans chaque pièce, le tout relié à un serveur sécurisé que Brian contrôlait depuis son bureau. J'ai l'impression que c'est mal, a dit Jake alors que nous finissions dans la chambre. Comme si nous étions les méchants. Non, les jeux rassurés, en ajustant la caméra cachée dans le détecteur de fumée. Nous documentons des crimes. C'est différent. Ça me met quand même mal à l'aise, a marmonné Jake. Brian est monté à l'étage avec sa boîte à outils. Tout est prêt. Le système est en direct et enregistre. Tout est téléversé sur un stockage cloud crypté en temps réel. Donc, même si elle trouve les caméras et les détruit, nous aurons les images. Combien de temps avant d'avoir quelque chose d'utilisable, ai-je demandé. Ça pourrait prendre des jours, ou des semaines, a répondu Brian. Ça dépend de son degré de négligence. Mais Ken, avec des criminels comme ça, ils finissent toujours par devenir négligents. Ils se croient intouchables. Ce soir-là, Mélanie est rentrée à 23h30. Je regardais la télé dans le salon, et elle est passée devant moi comme si j'étais un meuble, me jetant à peine un regard. Elle est allée directement dans la chambre, a fermé la porte, et je l'ai entendue au téléphone. En quelques minutes, j'ai sorti mon ordinateur portable, je me suis connecté au système de surveillance que Brian avait installé. L'audio de la chambre était d'une clarté cristalline. Je sais, disait Mélanie à voix basse. Il est complètement à l'ouest. Aujourd'hui, il m'a demandé comment s'était passée la réunion et j'ai juste souri en disant que c'était productif. Il croit tout ce que je lui dis. Une pause pendant que son interlocuteur répondait. Scott, je me fiche de ses sentiments, a poursuivi Mélanie. Entendre son nom à voix haute, confirmant ce que je savais déjà,
c'était comme avaler du verre. Les dépôts du fonds arrivent demain. Ça fait encore 42 000 $ à partager entre nous. D'ici la fin de l'année, nous aurons assez pour faire le grand saut. Une autre pause. Non, Brittany s'occupe de la paperasse. Elle a déjà créé les comptes et les paiements. Une fois que nous aurons tout transféré, Ken ne pourra plus rien toucher. Et honnêtement, après toutes ces années où il m'a ennuyé à mourir avec ses codes électriques et ses histoires de chantier, je pense que je l'ai bien mérité. Elle a ri alors. Elle a vraiment ri, comme si voler son mari et des anciens combattants était une sorte de blague. Je dois y aller, a dit Mélanie. Mais demain soir, même endroit. Le Riverside Inn, chambre 412. Une pause, puis plus doucement, tu me manques aussi. À demain. L'appel s'est terminé. Je suis resté là, à regarder l'écran de l'ordinateur portable, observant Mélanie se préparer pour la nuit à travers la caméra cachée, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni peine, juste un calcul froid. Elle venait de tout avouer. La liaison avec Scott, le montage financier, l'implication de Brittany, et même leur plan pour déplacer l'argent à l'étranger. J'ai sauvegardé le fichier audio, je l'ai envoyé à Brian avec un horodatage, puis je l'ai transféré sur un compte email sécurisé que j'avais créé spécifiquement pour l'épreuve. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. J'ai dormi, vraiment dormi, parce que je savais exactement ce qui allait se passer ensuite, et j'y étais prêt. Le lendemain matin, je suis allé au bureau de mon avocate. Pas l'avocat de la famille que nous utilisions depuis des années, celui que Mélanie connaissait. Je suis allé voir Patricia Nova, un requin dans un tailleur, spécialisé dans les divorces à gros patrimoine et les crimes financiers. Monsieur Harrison, a dit Patricia en me faisant entrer dans son bureau. Votre frère m'a dit que vous aviez besoin d'une représentation immédiate. J'ai besoin de 2 choses, lui ai-je dit en m'asseyant. Premièrement, je veux divorcer de ma femme d'une manière qui protège chaque actif que j'ai bâti. Deuxièmement, je veux m'assurer qu'elle aille en prison pour ce qu'elle a fait. Patricia a souri. C'était le sourire de quelqu'un qui attendait un cas comme celui-ci. Racontez-moi tout. Je l'ai fait. Je lui ai montré les dossiers financiers, les documents de la société écran, l'enregistrement audio de la nuit précédente. J'ai regardé ses yeux s'illuminer en réalisant ce qu'elle avait sous les yeux. C'est fédéral, a dit Patricia en se penchant en arrière dans son fauteuil. Fraude électronique, fraude caritative, possiblement blanchiment d'argent. Monsieur Harrison, votre femme risque une peine sérieuse. 20 ans, peut-être plus. Bien, ai-je dit. Que dois-je faire? D'abord, nous allons tout geler, a expliqué Patricia. Je vais déposer une requête d'urgence pour geler tous les actifs communs en attendant l'enquête. Deuxièmement, nous allons contacter le FBI. Ils voudront ce cas. Troisièmement, nous allons nous assurer que chaque centime volé à ce fonds pour anciens combattants soit restitué et que les responsables paient pour cela. Ma fille est impliquée, ai-je dit doucement. Brittany. C'est une avocate. C'est elle qui a monté la société écran. L'expression de Patricia n'a pas changé. Alors votre fille sera radiée du barreau et poursuivie. La famille n'a pas de passe-droit en matière de crimes fédéraux, monsieur Harrison. Je sais, ai-je dit. J'avais juste besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. 2 jours plus tard, Scott Phillips s'est présenté à mon atelier. J'étais dans l'entrepôt en train de vérifier l'inventaire quand Danny est venu me chercher, l'air nerveux. Patron, Scott Phillips est là. Il dit qu'il doit vous parler d'un chantier. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais j'ai gardé une voix calme. Fais-le entrer. Scott est entré dans l'entrepôt comme s'il était chez lui. Ce sourire facile sur son visage. Le même sourire qui m'avait trompé pendant des années. Il portait des bottes chères, un jean de marque, une veste en cuir qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de mon camion. Le tout acheté avec de l'argent volé. Ken, a dit Scott en tendant la main comme si nous étions encore amis. Ça fait un bail, mec. Comment vont les affaires? J'ai regardé sa main, mais je ne l'ai pas prise. J'ai simplement croisé les bras et je l'ai fixé. Qu'est-ce que tu veux, Scott? Son sourire a légèrement vacillé. C'est froid, mon pote. Un vieil ami ne peut pas passer dire bonjour? On n'est pas amis, ai-je dit sèchement. On ne l'est plus depuis un moment.
Alors, encore une fois, qu'est-ce que tu veux? L'expression de Scott s'est un peu durcie. D'accord. Je suis sur l'appel d'offres pour la rénovation de l'école primaire de Riverside. J'ai entendu dire que tu y étais aussi. Je pensais qu'on pourrait peut-être en parler. Éviter une guerre des prix. Trouver un arrangement. Trouver un arrangement, ai-je répété lentement. Comme tu as trouvé des arrangements avec ma femme. La couleur a quitté le visage de Scott. L'espace d'une seconde, j'ai vu la panique dans ses yeux avant qu'il ne se reprenne, forçant un rire confus. De quoi tu parles? Tu sais exactement de quoi je parle, ai-je dit en m'approchant. Les jeudis soirs au Riverside Inn, chambre 412. Tu veux que je continue? Les mains de Scott se sont serrées en poing. Ken, je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais... Je sais tout, les jeux interrompus, ma voix d'un calme mortel. Je sais pour toi et Mélanie. Je sais pour le fonds des anciens combattants. Je sais pour la société écran et les comptes offshore. Je sais comment tu as utilisé de l'argent volé pour sous-coter mes offres et détruire mon entreprise. Je sais tout, Scott. Chaque détail. Scott a reculé d'un pas et j'ai vu quelque chose changer sur son visage. Le masque amical est tombé complètement, remplacé par quelque chose de laid et de désespéré. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Si, je peux, ai-je dit. Enregistrements audio, dossiers financiers, traces écrites, témoignages. Je peux prouver chaque chose que je viens de dire. Et voilà ce qui va se passer maintenant. Tu vas rentrer chez toi et dire à ta femme, Linda, ce que tu as fait. Tu vas tout lui dire, parce que si tu ne le fais pas, je le ferai. Linda n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit, a dit Scott rapidement. Linda est procureure fédérale, ai-je répondu en regardant son visage devenir blanc. Tu avais oublié ce détail, ou tu as juste supposé qu'elle ne découvrirait jamais que son mari était un voleur et un menteur? La voix de Scott est devenue un sifflement. Si tu parles à Linda, je m'assurerai que Mélanie te prenne tout au divorce. J'ai souri alors. Pas un joli sourire. Le sourire d'un homme qui détient toutes les cartes. Mélanie va en prison, Scott. Et toi aussi. Le FBI a déjà le dossier. Il prépare les chefs d'accusation en ce moment même. Alors vas-y, fais toutes les menaces que tu veux. Ça n'aura aucune importance là où tu vas. Tu bluffes, a dit Scott, mais sa voix tremblait. Ah oui? J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le fichier audio d'il y a 2 nuits et je l'ai joué. La voix de Mélanie a rempli l'entrepôt, clair comme le jour. Scott, je me fiche de ses sentiments. Les dépôts du fonds arrivent demain. Ça fait encore 42 000 $ à partager entre nous. J'ai arrêté l'enregistrement. Scott est resté là, figé, son visage de la couleur du béton vieilli. Sors de mon atelier, ai-je dit doucement. Et Scott, ne revient jamais. Scott s'est retourné et est parti, ses bottes chères résonnant sur le sol en béton. Il n'a pas regardé en arrière. N'a pas dit un mot de plus. Il est juste monté dans son camion et est parti. Et je savais que je ne le reverrais plus jamais, sauf peut-être dans un tribunal. Danny est apparu de derrière une pile de bobines de fil. Putain de merde, patron. Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Ouais, ai-je dit en rangeant mon téléphone. C'est arrivé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? A demandé Danny. J'ai regardé le parking, l'espace vide où se trouvait le camion de Scott. Maintenant, on attend. Et Danny, dis à ton père que chaque ancien combattant qui a été floué par ce fonds va récupérer son argent. Je m'en assure personnellement. L'agent Daniel Delgado de la division des crimes en col blanc du FBI m'a appelé un vendredi matin. Brian avait tout transmis au bureau 3 jours plus tôt et apparemment, ils avaient agi rapidement. Les procureurs fédéraux ne plaisantaient pas quand il s'agissait de voler des anciens combattants. Monsieur Harrison, j'ai besoin que vous veniez pour un entretien, a dit l'agent Delgado, sa voix professionnelle mais pas hostile. Nous avons examiné les documents que votre frère a soumis et nous aimerions discuter des prochaines étapes. Je l'ai rencontré au bâtiment fédéral du centre-ville, une structure imposante qui me faisait me sentir petit malgré mes 1m88. L'agent Delgado s'est avéré être un homme compact au début de la quarantaine, avec des yeux perçants et une poignée de main qui pourrait tordre une barre d'armature. Il m'a conduit dans une salle de conférence où un autre agent attendait, une femme nommée Cooper qui avait l'air de pouvoir me jeter à travers un mur si nécessaire.
Monsieur Harrison, vous avez monté un dossier solide, a dit l'agent Delgado en étalant les documents sur la table. Sociétés écrans, facturation frauduleuse, complot en vue de commettre une fraude électronique. Votre femme et Scott Phillips encourent de graves accusations fédérales. Et ma fille, ai-je demandé, les mots ayant un goût amer. Brittany? Elle a mis en place la structure légale. L'agent Cooper s'est penché en avant. Mademoiselle Harrison est avocate. Elle aurait dû savoir que ce qu'elle faisait était illégal. Elle sera inculpée en tant que co-conspiratrice et fera face à une procédure de radiation du barreau. J'ai hoché lentement la tête. L'entendre confirmer le rendait réel d'une manière que ça n'avait pas été avant. Ma fille allait en prison. La petite fille à qui j'avais appris à faire du vélo allait devenir une criminelle condamnée. Nous avons besoin de votre coopération, a poursuivi l'agent Delgado. Nous voulons que vous portiez un micro. Faites parler votre femme du montage sur enregistrement. Nous avons l'audio de votre surveillance à domicile, mais une conversation directe avec vous scellerait le dossier. Quand, ai-je demandé. Demain soir, a répondu l'agent Delgado. Nous vous équiperons du matériel d'enregistrement. Tout ce que vous avez à faire est de poser les bonnes questions et de la laisser parler. Pouvez-vous faire ça? J'ai pensé à Mélanie riant au téléphone avec Scott, disant à quel point j'étais à l'ouest. J'ai pensé à tous les anciens combattants qui s'étaient vus refuser de l'aide parce qu'elle avait volé leur argent. J'ai pensé à Jake revenant de la guerre avec rien d'autre que des cauchemars dans un pays qui ne pouvait même pas protéger le fonds censé l'aider. Oui, ai-je dit. Je peux le faire. Le lendemain soir, j'étais assis dans une camionnette du FBI à 2 pâtés de maison de chez moi pendant que l'agent Cooper m'installait un micro. L'équipement était plus petit que je ne l'imaginais, juste un minuscule microphone clipsé à l'intérieur de mon col et un émetteur de la taille d'un jeu de cartes scotché dans le bas de mon dos. Soyez naturel, a instruit l'agent Cooper. N'insistez pas trop. Laissez la conversation couler. Si elle devient méfiante, reculez. Elle ne se méfiera pas, ai-je dit. Elle me prend pour un idiot. L'agent Delgado m'a remis une liste de sujets à aborder. Le fonds des anciens combattants, la société écran, Scott, leur plan pour l'argent. Abordez-en autant que possible, mais ne le rendez pas évident. Vous êtes juste un mari inquiet qui pose des questions. Je suis rentré chez moi en voiture, je me suis garé dans l'allée et je suis entré dans ma maison pour ce que je savais être l'une des dernières fois en tant qu'homme marié. Mélanie était dans la cuisine en train de préparer le dîner, fredonnant une chanson sur son téléphone. Elle a levé les yeux quand je suis entré et a souri. Le même faux sourire qu'elle m'adressait depuis des mois. « Salut chérie », a dit Mélanie d'un ton enjoué. « Comment s'est passée ta journée ?»« Longue », ai-je répondu en posant mes clés sur le comptoir. « Il faut qu'on parle. » Son sourire a légèrement vacillé. « De quoi ?» J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire et lui ai montré l'écran. « De ça. » Je regardais nos comptes aujourd'hui et j'ai remarqué quelques irrégularités. De l'argent qui entre et sort de comptes que je ne reconnais pas. Le visage de Mélanie est devenu pâle. Je peux expliquer ça. Alors explique, ai-je dit calmement. Parce que de mon point de vue, on dirait que quelqu'un a transféré de l'argent sans me le dire. Elle a posé la cuillère en bois qu'elle tenait, s'est essuyé les mains sur un torchon. Quand elle m'a regardé, ses yeux étaient calculateurs, essayant de deviner ce que je savais. Ken, ce sont des comptes d'investissement. Je travaille avec un conseiller financier. Quel conseiller financier, ai-je insisté. Comment s'appelle-t-il? Son nom est si compliqué, a balbutié Mélanie. Je ne voulais pas t'embêter avec les détails. Essaie, ai-je dit. Je suis très intéressé par les détails. Mélanie a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre, le dos tourné, et je pouvais voir ses épaules se tendre. Le micro sous ma chemise me brûlait, mais j'ai gardé une expression neutre, en attendant. Tu ne comprendrais pas, a finalement dit Mélanie en se retournant. Tu n'as jamais compris ce dont j'ai besoin, ce que je mérite. Ce que tu mérites, ai-je répété avec soin. Mélanie, nous sommes mariés depuis 28 ans. Je t'ai donné tout ce que je pouvais. De quoi as-tu besoin de plus? Elle a ri, mais c'était un rire dur, cassant. Tout ce que tu pouvais, Ken? Tu m'as donné une vie de classe moyenne dans une maison de classe moyenne avec un mari de classe moyenne qui parle de codes électriques et de chantier comme si c'était intéressant. Tu sais à quel point c'est ennuyeux. Le mot m'a piqué,
mais j'ai gardé une voix égale. Alors les transferts d'argent. C'est ton fonds d'évasion? C'est mon avenir, a dit Mélanie, sa voix montant. Scott et moi planifions ça depuis 2 ans. Nous allons au Costa Rica, quelque part où toi et ta vie ennuyeuse ne pourraient pas nous suivre. Scott Phillips, ai-je dit, laissant le nom flotter dans l'air. Mon ami Scott. Ton ami est 2 fois plus un homme que toi, a rétorqué Mélanie. Il est ambitieux, excitant. Il ne passe pas ses soirées couverts de poussière de fil à parler de chute de tension. Et le fond des anciens combattants, ai-je demandé, passant au sujet suivant sur la liste de l'agent Delgado. Où est-ce que ça s'inscrit dans ton plan? Mélanie s'est figée. Ses yeux se sont écarquillés et j'ai vu la panique traverser son visage. Quoi, le fond des anciens combattants? Dis-moi, ai-je dit doucement. Parce que j'ai fait quelques calculs, Mélanie. Le fonds a collecté près de 850 000 $ en 3 ans, mais seulement la moitié est parvenue aux anciens combattants. Où est passé le reste? Tu es paranoïaque, a-t-elle dit. Mais sa voix tremblait. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors explique-moi, ai-je insisté. Explique-moi Horizon Property Management. Explique les factures pour des services qui n'ont jamais été fournis. Explique pourquoi le nom de Brittany est sur les documents de constitution. Le visage de Mélanie s'est effondré. Elle s'est agrippée au bord du comptoir comme si elle allait tomber. Depuis quand sais-tu? Assez longtemps, ai-je répondu. Mais je veux l'entendre de ta bouche. Tout. Elle m'a regardé un long moment, et quelque chose a changé dans son expression. Peut-être qu'elle était fatiguée de mentir. Peut-être qu'elle s'en fichait, tout simplement. Quelle que soit la raison, elle a commencé à parler. C'était l'idée de Scott, a dit Mélanie, sa voix plate. Il y a 2 ans, il est venu me voir avec un plan. Le fonds des anciens combattants brassait beaucoup d'argent et personne ne surveillait vraiment comment il était dépensé. Il a dit qu'on pouvait prélever 30, peut-être 40% et que personne ne le remarquerait. Et Brittany, ai-je demandé, mon cœur se brisant à nouveau. C'est une avocate, a dit Mélanie, comme si cela expliquait tout. Nous avions besoin de quelqu'un qui puisse mettre en place la structure légale, pour que ça ait l'air légitime. Elle a accepté parce qu'elle ne pense pas que tu mérites l'entreprise que tu as bâtie. Elle pense que tu es faible, Ken. Nous le pensons tous. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Ma femme, ma fille, toutes les 2 pensant que j'étais faible parce que j'avais été honnête, parce que j'avais travaillé dur et respecté les règles. Combien avez-vous volé, ai-je demandé doucement. 340 000 $. À peu près, a répondu Mélanie, et il y avait presque de la fierté dans sa voix. Scott a utilisé sa part pour sous-coter tes offres, prendre tes contrats. J'ai utilisé la mienne pour préparer une nouvelle vie. Brittany a eu un pourcentage pour le travail juridique. Et les anciens combattants qui avaient besoin d'aide, ai-je demandé. Ceux comme Jake qui sont rentrés avec rien. Mélanie a haussé les épaules. Ils ont quand même eu un peu d'argent. Ce n'est pas de notre faute si le gouvernement ne s'occupe pas mieux d'eux. J'ai regardé ma femme, cette femme avec qui j'avais passé 28 ans, et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment connue. Elle n'était pas seulement infidèle. Elle était cruelle, égoïste et totalement dépourvue des valeurs que je pensais que nous partagions. Je veux divorcer, ai-je dit simplement. Mélanie a ri. Très bien, mais je prends la moitié de tout, Ken. La maison, l'entreprise, les comptes de retraite, tout. Non, ai-je dit calmement. Tu ne le feras pas. Regarde-moi faire, a-t-elle dit. J'ai un avocat. Tu n'as rien, les jeux interrompus. Sauf un acte d'accusation fédéral qui t'attend. Le FBI a tout, Mélanie. Chaque transaction, chaque fausse facture, chaque conversation. Ils vous ont, toi, Scott et Brittany, coincés. La couleur a quitté son visage. Tu mens. J'ai légèrement soulevé ma chemise, lui montrant le micro scotché dans mon dos. Non. Et tout ce que tu viens de dire, le FBI a entendu chaque mot. Le FBI a agi rapidement. Dans les 48 heures suivant la confession enregistrée de Mélanie, des agents fédéraux ont exécuté des mandats de perquisition à notre domicile, dans l'entreprise de Scott et dans l'appartement de Brittany. J'ai regardé de l'autre côté de la rue alors qu'ils sortaient des boîtes de documents, des ordinateurs, des téléphones. Mélanie se tenait sur la pelouse, menottée,
son visage tordu de rage et d'incrédulité. Elle avait vraiment cru qu'elle s'en tirerait. Brian m'a appelé cet après-midi-là. Scott et Brittany ont été arrêtés ce matin. Tous les trois sont en détention en attendant leur comparution. Et Chad, ai-je demandé. Mon fils, le streamer qui avait passé les 5 dernières années à vivre de mon argent sans rien apporter. Il coopère, a dit Brian avec prudence. Apparemment, il était au courant du montage mais n'était pas directement impliqué. Il témoigne contre sa mère et sa sœur en échange de l'immunité. Je n'étais pas surpris. Chad avait toujours été un survivant, le genre de personne à jeter n'importe qui sous un bus pour se sauver. Au moins, cette fois, son égoïsme allait dans la bonne direction. Jake est passé à l'atelier plus tard dans la journée. Il avait l'air plus léger, comme si un poids avait été levé. J'ai entendu parler des arrestations, a-t-il dit, assis en face de moi dans mon bureau. Comment tu tiens le coup? Honnêtement, ai-je dit, je me sens soulagé. Pour la première fois depuis des mois, je peux respirer. Les gars du VFW ont entendu ce que tu as fait, a poursuivi Jake. Comment tu utilises ton propre argent pour t'assurer que chaque ancien combattant reçoive ce qui lui était dû du fond? Ils veulent organiser un dîner pour toi, papa. T'honorer comme il se doit. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. J'avais juste besoin de faire ce qui était juste. Je sais, a dit Jake. C'est pourquoi ils veulent t'honorer. Parce que tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Tu aurais pu simplement divorcer de Mélanie discrètement, te protéger et t'en aller. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es assuré que justice soit faite, pas seulement pour toi, mais pour tout ce qu'elle a blessé. 3 semaines plus tard, je me tenais dans une salle d'audience fédérale et je regardais Mélanie, Scott et Brittany plaider coupables de complot en vue de commettre une fraude électronique, de vol auprès d'une organisation caritative et de blanchiment d'argent. Le procureur a exposé tout le montage avec des détails brutaux, les fausses factures, la société écran, le vol systématique de fonds destinés à aider les anciens combattants. Brittany a pleuré pendant toute la procédure, mais Mélanie a juste regardé droit devant elle, son visage un masque de fureur froide. Le juge a condamné Mélanie à 8 ans de prison fédérale. Scott en a eu 7. Brittany, parce qu'elle a coopéré et témoigné, a eu 4 ans et une radiation permanente du barreau. Je n'ai rien ressenti en les voyant emmener menotter. Pas de satisfaction, pas de vengeance, juste un sentiment creux que la justice, bien que rendue, ne pouvait pas réparer les dommages qu'ils avaient causés. Linda Phillips, la femme de Scott, est venue me voir dans le couloir du palais de justice après. En tant que procureure fédérale elle-même, elle s'était récusée de l'affaire mais avait assisté à chaque audience. Merci, a dit Linda doucement. De ne pas les avoir laissés s'en tirer. Vous méritiez mieux que Scott, ai-je répondu. Vous aussi, a dit Linda. Mieux que Mélanie. Mais au moins maintenant, nous connaissons tous les deux la vérité, et nous pouvons aller de l'avant. J'ai regardé Linda s'éloigner. Cette femme forte qui avait perdu son mariage mais gardé sa dignité. Puis je suis sorti du palais de justice sous le soleil éclatant du Tennessee, je suis monté dans mon camion et j'ai conduit jusqu'à la salle du VFW où Jake m'attendait. Une salle remplie d'anciens combattants, des hommes qui avaient tout donné pour ce pays, se sont levés et m'ont applaudi quand je suis entré. Non pas parce que j'étais un héros, mais parce que j'avais fait ce qui était juste alors qu'il aurait été plus facile de ne rien faire. Ce soir-là, je me tenais à la tribune et je regardais ces visages marqués par la guerre et les épreuves. Des hommes qui comprenaient le sacrifice d'une manière que la plupart des gens ne comprendraient jamais. Je n'ai pas fait ça pour la reconnaissance, ai-je dit. Je l'ai fait parce que mon fils Jake est revenu de la guerre et méritait mieux que de se faire voler par des gens qui faisaient semblant de s'en soucier. Vous méritez tous mieux, et je ne pouvais pas rester les bras croisés et laisser faire. Les applaudissements qui ont suivi ont été assourdissants. Mais ce qui comptait le plus, c'était Jake, debout au premier rang, la fierté brillant dans ses yeux. Mon fils, non pas par le sang, mais par choix. La seule famille qui comptait vraiment. 15 mois après les arrestations, je me tenais sur le parking du nouveau centre de ressources pour anciens combattants, regardant l'équipe de construction mettre les dernières touches au bâtiment. J'avais vendu la maison que j'avais partagée avec Mélanie, liquidé quelques investissements et utilisé l'argent pour construire quelque chose qui aiderait vraiment les gens. Le centre de ressources pour anciens combattants Harrison offrirait une formation professionnelle, des conseils, une aide au logement et des fonds d'urgence pour les anciens combattants en crise.
Jake se tenait à côté de moi, vêtu de son uniforme de cérémonie des marines. Il était le nouveau directeur du centre, et le voir prendre en charge ce projet avait été une bien meilleure vengeance que tout ce que j'aurais pu imaginer. Prêt pour l'inauguration, a demandé Jake. Aussi prêt que je ne le serai jamais, ai-je répondu. La cérémonie était simple. Le maire a parlé. Quelques anciens combattants locaux ont partagé des histoires. Et puis j'ai pris la parole. Ce centre existe parce que de bonnes personnes ont refusé de se taire face à l'injustice, ai-je dit en regardant la foule. Il existe parce qu'une communauté s'est rassemblée et a dit que nos anciens combattants méritaient mieux. Et il existe parce que mon fils Jake m'a rappelé que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est être présent. C'est faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Après la cérémonie, Brian m'a pris à part. J'ai eu des nouvelles de Patricia aujourd'hui, a dit mon frère, en parlant de mon avocate pour le divorce. Le jugement final est tombé. Tu es officiellement un homme libre. Combien a-t-elle pris, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Rien, a répondu Brian avec un large sourire. La saisie des avoirs par le gouvernement fédéral a pris tout ce qu'elle avait. La maison, les voitures, les comptes offshore. Tout est en cours de liquidation pour dédommager les victimes. J'ai pensé à Mélanie, assise dans une prison fédérale, dépouillée de tout ce à quoi elle tenait, confrontée à 6 années supplémentaires de conséquences pour ses choix. Une partie de moi voulait ressentir de la satisfaction, mais j'étais surtout fatigué. Fatigué de la colère, fatigué de la trahison, fatigué de regarder en arrière. Et Brittany, ai-je demandé. L'expression de Brian s'est assombrie. Toujours en prison. Elle ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 2 ans. Elle écrit parfois à Chad, mais il ne répond jamais. Chad avait déménagé en Oregon 3 mois après le procès. Il avait coupé tout contact avec sa mère et sa sœur. J'avais entendu par des amis communs qu'il avait trouvé un vrai travail, qu'il gagnait sa vie. Peut-être que le choc de voir sa famille imploser l'avait finalement forcé à grandir. Ou peut-être fuyait-il simplement la honte. Quoi qu'il en soit, il avait fait le choix de témoigner contre elle, et maintenant il devait vivre avec. « Et toi » a demandé Brian en étudiant mon visage. « Ça va ?» J'ai regardé le centre pour anciens combattants, Jake qui parlait avec certains des gars qui allaient utiliser les services, l'avenir que je construisais à la place du passé que j'avais perdu. « Ouais » ai-je dit. « Vraiment. » 6 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Rachel. C'était une infirmière à l'hôpital des anciens combattants, et elle avait un sourire qui m'a rappelé ce que c'était que d'être vue. Nous avons pris notre temps. Des cafés, de longues conversations, construisant quelque chose de réel au lieu de se précipiter dans quelque chose de pratique. Elle connaissait mon histoire, elle savait pour Mélanie et la trahison. Et elle n'a pas fui. Elle a simplement écouté. Et puis elle m'a parlé de son propre divorce, de ses propres cicatrices, et de comment elle avait appris que recommencer ne signifiait pas oublier le passé, mais ne pas laisser le passé définir son avenir. Par une fraîche soirée d'octobre, je me tenais avec Rachel à un match de football de lycée, regardant Jake entraîner une équipe de jeunes qu'il avait créée par l'intermédiaire du centre pour anciens combattants. Les enfants sur le terrain étaient un mélange de familles de militaires et de jeunes à risque. Tous avaient une chance qu'ils n'auraient peut-être pas eu autrement. Jake a sifflé, a crié des encouragements, et j'ai vu l'homme qu'il était devenu malgré tout ce qu'il avait traversé. Rachel m'a serré la main. « Tu as construit quelque chose de bien ici, Ken. » « Nous avons construit quelque chose de bien, ai-je corrigé, en regardant le centre, l'équipe, la communauté qui s'était ralliée autour d'une idée. Tous ensemble. » Mon téléphone a vibré. Un texto de Jake. Accepté au master en psychologie. Je vais aider plus d'anciens combattants qui rentrent au pays. J'ai souri. J'ai répondu, fier de toi, mon fils. Et j'étais fier de Jake. Fier de ce que nous avions construit. Fier d'avoir eu le courage de faire exploser mon mensonge confortable et d'affronter la vérité. Mélanie avait pris 28 ans de ma vie, mais elle n'avait pas pris mon avenir. Il m'appartenait toujours, et j'allais faire en sorte qu'il compte.